Bonsoir, bonsoir. On va commencer l'apéro typo dans 2 minutes. Voilà, 2 minutes. J'arrive, je vais me chercher un truc à boire, j'arrive. Ouais, c'était le gros temps d'intro. C'était le gros temps d'intro.
M'en voudrais pas, hein. Tac. Je faisais un petit tweet en plus. Faut bien faire un petit tweet de temps en temps. Théoriquement, c'est parti. C'est incroyable. L'apéro typo. C'est formidable. Vous vous rendez compte? Synchro. J'ai commencé un peu tard, mais j'ai couru pour aller chercher à boire. Et boire, c'est l'apéro typo. Donc, bienvenue, bonjour. Si vous... Pour ceux qui me suivent là, bah écoutez, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Une bonne semaine. Je vous dis chin-chin avec modération. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Je vous laisserai deviner. Je vais arriver. J'ai même pas commencé, je sais pas. Devinez ce qu'il y a dedans. Voilà, apéro typo, hein, je vous l'ai dit. Eh bien écoutez, enchanté tout le monde. Je vais quand même mettre un peu bien parce que je suis un petit peu loin de tout mon bazar. Je vous fais remarquer que derrière, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, j'ai fait un petit peu de déco. Bref, j'espère que vous allez bien, donc que vous avez passé une bonne semaine. Alors j'étais moins présent, j'ai fait un live quand même mercredi où je vous ai présenté un objet. Vous me direz d'ailleurs si, là pour ceux qui regardent le live, si le son est bon comme d'habitude, enfin, en termes de musique. J'avais présenté un objet, je vous ai présenté un plat en émaux cloisonné japonais, donc... pas si vous avez pu regarder, en tout cas je vous invite à aller regarder ce bel objet. Je vous ai présenté donc les fameux émaux cloisonnés. Je vais pas revenir là parce qu'on parle de typo, mais je pourrais peut-être en reparler plus tard parce que c'est vraiment des beaux objets décoratifs, et puis c'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quand on baigne pas comme moi dans l'art japonais, c'est un truc qui peut paraître assez étonnant. On se demande si c'est chinois, si c'est... Bref. Donc voilà, je vous invite à regarder le précédent live sur les objets, mais je referai un truc là-dessus. Aujourd'hui, apéro typo, puisque le vendredi, si vous découvrez déjà cette chaîne, bah déjà bienvenue. Évidemment, j'ai mon téléphone qui sonne au bon moment, donc je vais couper mon téléphone. Ça va être un peu mieux. Pour une fois, j'ai un live qui se lance. J'ai pas de téléphone, j'ai rien. Et bah si, j'ai un téléphone. Donc, on va dire ne pas déranger, c'est quand même mieux. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Donc, pour ceux qui me découvrent, bah écoutez, enchanté. Donc moi, je suis Kogei-san. Je suis spécialiste en art japonais et coréen, dont c'est mon métier. Voilà, je suis en parallèle un gros passionné de design et d'art graphique. Et puis en fait, ce vendredi me permet de lier mes deux passions, le Japon et évidemment la partie graphique. Donc je me suis dit, le vendredi, faisons un apéro typo. Voilà, typographie, mais typo design / art graphique. Histoire de montrer, là, pas vraiment d'art traditionnel. Bon, même si je pense que je pourrais en parler, mais les autres jours, je parlerai plutôt d'art, d'objets. Vous verrez le planning, mais bon, le lundi, je parle d'un artiste ou d'une œuvre d'art en particulier. Donc là, je suis vraiment sur des objets plutôt anciens. Le mercredi, je présente un objet, je présente une antiquité pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, donner son estimation. J'ai les points sur les expositions. Et c'est vrai que les arts graphiques, bon, ça reste quand même assez récent. Enfin, entre guillemets, évidemment, hein, la typo, ça fait... très 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 longtemps. Faudrait que je vois les premières traces de typo, pas en Asie, mais on est quand même sur dans les langues, de toute façon, sémitiques, proto-sémitiques. Faudrait que je vois les premiers caractères cunéiformes. Je pense qu'on en est au 2e siècle avant Jésus-Christ, si je dis pas de bêtises. Je vérifierai. Et je vérifierai encore plus, parce que c'est un truc qui est un vrai sujet qui m'intéresse. J'ai envie d'ailleurs de débloquer un peu de temps vraiment pour étudier plus l'histoire, de pas forcément le caractère aujourd'hui, mais c'est vraiment remonter dans le temps sur l'histoire des caractères. Et donc j'en viens justement au sujet de la typo japonaise et de la typo coréenne, pour quand même relier avec ce qu'on raconte. Je vais pas vous parler quand même de graphisme suisse ou autre. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, donc il y a quand même
une force créatrice, on va dire ça comme ça, depuis les années... Encore une fois, la typo ne s'arrête pas au XXe siècle, hein, mais ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup évolué, évidemment depuis l'impression, mais dans la période qui nous concerne, ça a beaucoup bougé à partir des années 30, 40, où ça a quand même, sur l'Asie, hein, je parle en Japon, Corée, beaucoup bougé, beaucoup évolué. Et les arts graphiques, notamment la typographie, c'est vraiment développé à ce moment-là. Alors, je dis à ce moment-là, encore une fois, d'un point de vue 20e de ce qu'on va connaître nous. Au Japon, particulièrement, le travail graphique, évidemment, il est depuis des siècles. Je pense qu'au début de l'estampe, hein, de toute façon, et même avant, on avait de l'art graphique. Ça a été très marqué, évidemment, fin 19e, avec la création de caractères, déjà les signatures, hein, sur les estampes, le dessin ou l'impression, tout va dépendre après du type de support, par exemple de poèmes, de phrases, bref, l'écrit, puisque là on parle quand même d'écrit, hein, de caractères écrits, ils sont, on le voit clairement depuis, allez, ça s'est vraiment développé depuis la fin Edo, donc fin Edo, allez, mi-19e, jusque ça s'est renforcé pendant Meiji. Et puis après, bon voilà, on est allé plutôt sur, on va dire, la typographie, le design graphique moderne. Donc voilà, bon, là moi je m'arrête en tout cas sur ce vendredi typo, sur cette typographie moderne et contemporaine. Je trouve que c'est bien parce que, en tout cas, il n'y a aucun souci pour parler de design graphique plus ancien, mais on va tomber un peu dans le monde de l'estampe. Mais je ferai un focus quand même, là je parle du Japon, sur la typo Edo, donc de la période Edo, hein, donc 17e, alors je parle en siècle pour ne pas parler en année, 17e, mi-19e, où il y a l'usage, et vous l'avez peut-être déjà vu, de grands caractères typographiques qui sont donc typiques de la période Edo, notamment pour les devantures de magasins, de restaurants, où vous avez des traits qui sont très gras, noirs, gras, par exemple pour les affiches de théâtre, pour voilà, les devantures de resto, ce type de caractère bien spécifique de cette période a été repris ensuite et a été détourné, mais c'est vraiment très typé Edo. Et c'est assez marrant parce que ce type de caractère, je ferai un focus là-dessus, je ferai un apéro rien que là-dessus, parce que c'est passionnant, les caractères de la période Edo. Je vous les montrerai. Comme ça, c'est du teasing, je vous les montre pas. Comme ça, je me dis teasing pour la prochaine fois. Donc voilà, bon bref, la typo, il y a plein de choses à dire. Et ce que je veux dire surtout, c'est que le vendredi, en vous présentant donc des caractères, en tout cas une sélection aujourd'hui, je vous refais comme ce que j'avais fait précédemment. Je fais, pour que ceux qui avaient suivi le précédent sur les artistes coréens, version plus courte, hein, je m'étais un peu lâché sur la sélection coréenne. Là, on est sur une quinzaine d'artistes, en tout cas graphiques, que j'ai envie de vous montrer, japonais, que vous pouvez suivre. Je vous mettrai après en commentaire, vous aurez de toute façon les liens vers les comptes Insta que je vous présente. Mais ça vous permet, si vous avez envie de pousser, de regarder un peu ce qui se fait maintenant régulièrement, et ben ça vous donne une idée. Je ferai de toute façon une prochaine session spécifiquement sur le travail, le design de caractère japonais. Donc là, on reste quand même très accessible. Je vous présente des comptes. Je vais pas vous rentrer, je vais pas parler, je vais pas avoir un laïus technique. C'est pas le but. Maintenant, il y a quand même des spécificités sur le design de caractère japonais, la conception graphique de caractère japonais. Et ça, je ferai pareil sur un apéro. De toute façon, je pense que des vendredis, il y en a plusieurs qui arrivent des vendredis, il me semble. Hein. Ça arrive plusieurs fois dans l'année. Donc, il y aura de quoi faire. Voilà. J'espère en tout cas que ce type de rendez-vous vous plaît. Moi c'est un truc que je kiffe, hein, de toute façon, donc de toute façon je me fais moi-même plaisir, il faut se faire plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas, comme je dis d'habitude dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour ça, soit pendant le live, soit après le live. Vraiment, et si vous avez des sujets, vous avez des artistes, vous avez... Voilà.
Après, des questions un peu plus pratiques. Je fais moi-même à titre, voilà, encore une fois, dans mon autre vie, un peu de design graphique, un peu aussi de design de caractère. Donc, voilà, j'essaie de vivre plusieurs vies en une, hein, je pense que c'est faisable. Voilà. Bref, je commence avec donc la petite sélection de design japonais. Alors, le design japonais, ce qui est intéressant par rapport, par exemple, en tout cas avec mon regard d'occidental, de français amoureux des arts graphiques, je me rends compte, excusez-moi, je me rends compte que je suis juste un peu noir. Quand j'ai un écran noir, ça va pas le faire, je vais juste mettre la lumière. La Keylight qui s'est pas lancée, donc forcément, si je vais baisser un peu parce que là j'en ai plein la tête. Normalement, c'est bon. Voilà, normalement, je suis bien. En fait, à la différence, par exemple, et encore une fois, c'est mon avis à moi, je vous le dis, en tant qu'occidental, mais quand je vois des type designers, puisque en fait, quelqu'un qui va créer des caractères, donc les lettres, ce qu'on va appeler des glyphes aussi, japonais ou coréens. Il s'avère qu'en Corée, en tout cas les type designers en coréen sont essentiellement des type designers coréens. Je dis essentiellement, c'est la grande majorité des graphistes qui sont donc spécialisés dans le design de caractère, souvent qui ne font pas que ça, hein. On a aussi des graphistes qui vont faire par exemple du poster, qui vont faire donc de la création graphique, et pas uniquement du dessin de lettres. C'est essentiellement coréen. Au Japon, en tout cas pour les caractères japonais, ça paraît, c'est un truc qui m'intéresse, il faut que je creuse parce que je pense que c'est aussi lié aux designers graphiques japonais qui ont été présents en Europe assez tôt, dans les années 40, qui sont venus par exemple en Suisse. Il faut savoir qu'en Europe, il y a quand même les grands axes, les grands centres de l'art typographique sont la France, la Suisse, il y a l'Allemagne, évidemment toute la partie Angleterre, mais on est vraiment sur ce trio déjà de tête, France, Allemagne, Suisse. La typographie suisse, c'est un monde à part entière, c'est incroyable. La typographie, quand on tombe dedans, quand on aime les arts graphiques, quand on tombe dedans, vous aimez les langues, vous aimez les lettres. Bon voilà, moi je m'y suis personnellement, je m'y suis retrouvé. Vous voyez, je suis spécialiste, pourtant j'ai fait mes études en art japonais. Je suis spécialiste là-dedans, je travaille là-dedans, mais j'adore les arts graphiques. Je suis venu parce que j'aime le graphe aussi. Bon bref, j'aime les lettres, j'aime le lettrage, j'aime les langues. Bon voilà, le raccourci, il est vite fait. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a eu, à mon sens, je pense, hein, encore une fois, faudra après que je creuse un peu plus, mais plus d'artistes japonais graphiques qui sont venus ici en Europe. Et donc, je pense que ça a été beaucoup plus diffusé. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des typographes, designers graphiques, qui ne sont pas japonais, mais qui travaillent très bien les arts graphiques et qui travaillent très bien les fontes japonaises. Alors, qui vont faire soit quelques caractères par exemple, pour des expos, pour un événement particulier, et puis après, il y a carrément la création de tout un ensemble de toutes les lettres japonaises. En sachant, et je vais vous parler de la personne que je vous présente ici, qui est une personne à connaître absolument, qui n'est pas japonaise, et qu'il faut absolument connaître. Juste avant de rentrer sur le détail, je vous précise juste que, à la différence aussi du coréen, si vous ne connaissez pas, sachez que, je ne vais pas vous tout détailler, mais le japonais a quand même sa spécificité, c'est qu'on dit qu'il y a 3 alphabets. Bon, c'est pas vraiment des alphabets. Vous avez les hiragana, vous avez les katakana, donc on est sur un alphabet syllabique. A, Ba, Ka, Ta, Na, etc. Que vous avez la possibilité d'écrire de 2 manières. Pour les mots plutôt classiques japonais, d'origine japonaise, on va parler de hiragana. Pour les mots, je fais un schéma, attention, hein, je ne fais pas une généralisation. Généralisation, c'est dire. Bref, généralité. Vous avez pour les mots plutôt étrangers, en tout cas qui ne sont pas japonais, de naissance, on va parler de katakana. Donc hiragana, katakana, et puis vous avez les idéogrammes, les fameux kanji, qui sont issus évidemment des idéogrammes, les Hansei, les idéogrammes chinois. Ça, c'est vraiment la spécificité du japonais. En coréen, on a le hangul, on a aussi quelques caractères chinois qui sont les hanja,
mais c'est évidemment moins présent que il y en a peut-être 10% en usage, alors que évidemment les kanji sont au cœur même de l'écriture japonaise. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc au niveau de cette sélection d'artistes, premier en tout cas artiste graphique, il y a une personne que vous devez connaître qui s'appelle donc André Baldinger, qui il est incroyable parce que il est de Zurich, donc il est suisse. Il a bougé dans les années, je ne sais plus, 50, 60 peut-être. Non, je m'avance peut-être. Je pense que c'est les années 60. À Paris. Et ce qui est assez intéressant dans le travail de André Baldinger, donc qui est vraiment une des références de la typographie dans le monde, il s'est pris en tout cas pour une vraie passion, donc il n'est pas japonais, hein, mais il s'est pris une vraie passion pour justement le japonais et la création de caractères typographiques japonaises. Comme vous pouvez le voir ici avec le He, H-E, qui est travaillé de différentes manières. Je trouve qu'il est super beau, parce que ça, bon là en plus c'est une impression, mais qui n'est pas faite par lui, qui est faite par un autre typographe japonais. Je ferai peut-être un topo d'ailleurs, peut-être les grandes têtes de la typographie japonaise, de l'histoire de la typographie japonaise. Voilà, j'ai juste pas envie de tomber, mon cœur, et c'est quand même l'idée de faire quelque chose qui est accessible. Je veux pas vous noyer dans de l'info, dans des trucs trop techniques, mais je pense que faire au moins soit un focus sur un type designer, sur le travail d'un type designer historique, ou une sélection de quelques type designers historiques japonais, ça serait vous montrer un petit peu ce qu'ils ont pu faire dans l'ensemble, ce serait pas mal aussi. Je vous dis, on pourra en parler tout le temps. Mais pourquoi je parle de Baldinger? Donc ces caractères-là qui ont été faits donc, par un autre type designer qui s'appelle Shintaro Hajioka, je ne sais pas si vous le voyez là, sur Insta, donc on reste sur Insta. Baldinger s'est vraiment inspiré de son travail à Hajioka, qui a une manière de tracer des caractères très particulière. Ça peut, quand vous voyez ce caractère, par exemple celui du haut, vous pouvez imaginer que ça a été, c'est ce genre de caractère que vous allez taper avec votre ordinateur, par exemple, ou sur votre mobile. Celui du bas se rapproche plutôt de ce qu'on appelle l'écriture cursive, c'est-à-dire c'est pourtant la même lettre, sauf que par sa souplesse, on a l'impression qu'elle est plutôt tracée à la main. Pareil, typiquement, c'est un caractère typographique qui pourrait être tapé aussi à l'écran. Donc il y a aussi cette nuance, c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous montrer ce genre de caractère, parce que sur un même caractère, et c'est tout ça l'enjeu finalement de la typographie, de l'art typographique, qui ressort évidemment dans la langue, enfin je veux dire en latin, et après dans n'importe quelle langue, ou dans le coréen aussi, mais c'est vrai que dans le japonais, pour une forme qui est simple au départ, hein, qui est très simple, on va pouvoir lui donner plusieurs formes, finalement qui va apporter un sens, une certaine couleur aussi à ce qu'on a envie de raconter, une certaine expressivité même du caractère. Et donc on va aller vers ce qu'on appelle plutôt une écriture type cursive, comme si c'était fait à la main. Voilà. Ça c'est assez intéressant parce que sur ce caractère donc qui est he, il ne va pas être utilisé de la même manière. Peut-être pas forcément pour le même mot, même pas forcément pour raconter la même chose. J'imagine que celui-ci, par exemple, pourrait être sur un poster un peu pour une phrase exclamative, quelque chose d'assez marquant, dynamique, alors que là, on va être plutôt sur quelque chose de très posé. Voilà. Pareil, je rentre dans l'autre univers hyper intéressant de l'analyse de la typographie, qui est comment nous, en humains, on va percevoir, donc c'est tout le sens. Et donc là, on touche un peu à la neuroscience par rapport à ça. Et au design même de caractère. Est-ce que vous, tout de suite, vous voyez ça vous parle, vous ressentez quelque chose. Donc Baldinger a notamment travaillé là-dessus auprès de designers graphiques comme Hashioka et comme d'autres. Encore une fois, je vous ferai des topos spécifiques sur ces artistes parce qu'encore une fois, je ne peux pas résumer en fait de tels artistes, même Baldinger, hein, je ne peux pas le résumer juste en 2 secondes. Là, ça vous permet juste de voir sur la partie japonaise que Baldinger peut proposer. Mais ce qui est assez intéressant d'ailleurs pour Baldinger, c'est que comme il est zurichois, bon, il parle français, allemand, il parle plusieurs langues,
il a cette vision d'être capable d'adapter très facilement et de travailler sur ce qu'on appelle des sets de fontes, donc de caractères, qui vont avoir le même rendu, la même expressivité entre le japonais et les caractères latins occidentaux. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un vrai enjeu qui est de se dire comment je vais être capable d'exprimer la même chose en japonais, écrit en japonais, ou écrit en français ou allemand. Voilà, c'est aussi très intéressant. Donc Baldinger, retenez ce nom, Baldinger, qui est vraiment à suivre, qui avait fait alors, une belle exposition, c'était en 2020, avec... Alors, pareil, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais avec un lieu qui est hyper important à connaître. Je vous présenterai ce lieu qui s'appelle la Villa Kujoyama, qui est à Kyoto, qui est une résidence d'artistes, donc des artistes français qui vont pouvoir aller à la Villa Kujoyama, développer leur travail, graphique ou pas, hein, ça peut être tout plein d'autres spécialités. Et Baldinger, avait créé, en tout cas avait fait cette exposition Kanji Kana Beeline, où il avait créé tout un set de caractères, vous voyez ici avec des lettres, donc le A latin, le A en hiragana, le A en katakana, donc voilà, le même A, mais qui a la même expression. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est la manière de tracer. Et c'était vraiment une très belle expo qui avait été présentée donc, à Montpellier, la Fenêtre de Montpellier. Je vous invite aussi, pareil, un compte à suivre. Et voilà. C'est donc cet artiste, hein, ce designer, est vraiment un nom à retenir. Il a fait énormément de choses. Il y a... Bon, je trouve ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il travaille évidemment tout son travail qui n'est pas japonais, qui est, par exemple, avec le FRAC Île-de-France, il a fait plein de choses. Bref, il travaille en duo, il a un studio avec un autre aussi designer graphique qui s'appelle VU, HUU. Ce sont des choses qui sont vraiment, en tout cas, incroyables. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'il peut faire. Donc, André.baldinger, que vous pouvez suivre sur Instagram. Je pourrais vous en parler encore plus. Je pourrais vous montrer aussi des vidéos d'intervention de lui. Voilà. Je veux juste encore une fois sur cette chaîne rester quand même accessible, rester quand même avec mon angle qui est mon angle graphique, mais accessible, artistique, et pas tomber dans la typographie, explication de typographie complexe. Un autre compte qui est intéressant à suivre, qui s'appelle By Monotype. Donc By Monotype, là, c'est donc on appelle une fonderie. J'en avais parlé précédemment. Donc une fonderie, c'est une sorte d'agence qui va créer donc des caractères typographiques, qui ne fait pas que du japonais. Mais il s'avère que By Monotype en fait intègre un designer graphique qui s'appelle Akira Kobayashi et qui lui est japonais et donc fait du caractère japonais. Donc regardez, là on est vraiment dans un travail qui est une approche différente, mais qui se rapproche de Baldinger dans le sens où By Monotype va être en mesure de créer du caractère graphique, aussi bien en latin qu'en japonais et dans d'autres en cyrillique, vous voyez ici en arabe, etc. Bref. Donc By Monotype. Monotype est vraiment pareil, une grosse référence. Alors leur compte c'est By Monotype, hein, mais en fait la fonderie, ça s'appelle, en tout cas le compte c'est Monotype. C'est vraiment un compte à suivre absolument, de ça que pour tout ce qu'il peut faire en termes graphiques. Je vous invite vraiment à le suivre. Et en particulier donc le travail de Kobayashi. Alors on reste sur une agence, donc c'est une agence, je veux le préciser aussi, c'est une agence qui va faire effectivement quelques fontes, quelques sets de typos que vous allez pouvoir vous utiliser par exemple quand vous êtes sur votre cahier, vous choisissez votre typo sur Insta, sur TikTok ou autre, vous choisissez vos caractères, la forme des caractères, vous pour des pubs, tout ce que vous pouvez voir, hein, des affiches dans la rue, etc. Et il peut y avoir certains caractères qui ont été faits par exemple par Monotype. Mais il travaille aussi beaucoup sur commande, c'est-à-dire sur des demandes spécifiques, par exemple pour des logos, ce qu'on appelle des logotypes. Ils vont créer aussi des typos pour des expositions, pour des événements particuliers. Donc c'est vrai que Monotype, un peu comme Baldinger, ils font beaucoup de choses, pas que dans les langues japonaises, mais pareil, c'est un compte qu'il faut absolument suivre, connaître, si vous vous intéressez un peu à l'art typographique.
Je viens là sur un studio qui s'appelle Cuprate Graphics, donc là, euh, artiste japonais, qui ici, je me suis arrêté sur ce caractère parce que je trouvais qu'il était intéressant, puisqu'il reprenait justement ce que je disais tout à l'heure, vous voyez ici, il ne fait pas que de la typographie, mais il reprend ici on va dire la manière de faire un caractère à l'ancienne, façon Meiji, allez, fin Edo, ce que vous pouvez voir d'ailleurs encore aujourd'hui sur les temples ou si vous allez au Japon, c'est caractère très marqué, très fat, et en même temps apportant une certaine, encore une fois, une certaine présence. On a envie de dire quelque chose. On est à la limite, d'ailleurs il le nomme calligraphie, on est à la limite de la calligraphie, de ce qu'on appelle aussi le lettering, comme si ça avait été fait à la plume, alors que tout ça n'est évidemment au départ, l'idée a été crayonnée ou fait à la plume, mais après ça a été fait un peu ensuite sur ordinateur avec des petits points, les courbes. Je pourrais aussi vous montrer comment on fait le design typographique, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez intéressant de voir ce travail-là, puisque c'est très fin et pareil, il y a une certaine expression derrière ce caractère. Donc regardez son compte Cuprate Graphics parce qu'il a plein d'autres choses qui sont vraiment très intéressantes, mais il ne fait pas que de la typographie. Donc underscore graphics, pardon. Je vous mettrai de toute façon les liens en commentaire. Vous aurez de toute façon tous les liens à suivre. Ce qui est intéressant aussi, j'essaie de vous montrer un peu un panorama un petit peu différent aussi pour un petit peu plus mixer et pas rester sur juste une sélection typographique un peu coréenne comme ce que j'avais fait qui était peut-être un peu trop poussé la dernière fois. Donc ça vous montre aussi la diversité de ce qui se fait aujourd'hui autour du lettering et de la typographie japonaise. Là, on a un compte qui s'appelle donc Junko, Junko, qui fait plein de choses, qui fait du graphisme, qui fait voilà, du tampon, bon bref. Ce qui m'intéressait ici, c'était pour vous montrer ça, puisque il l'a fait entièrement à la main. Et donc là, on touche vraiment le monde ce que je disais avant, le lettering, c'est-à-dire la création de lettres à la main, qui peuvent être demain transformées en caractères, en ce qu'on va appeler les glyphes, pour en faire une fonte que vous pouvez utiliser par exemple au clavier. Toutes des lettres comme ça que vous pourriez imaginer de les aller voir en sticker, en clavier. Voilà. Bon, en tout cas, pour vous montrer que le travail aussi de caractère, avant même que ce soit le caractère que vous avez sur votre écran, vous faites quand vous êtes tapé sur une touche, c'est dessiné. C'est dessiné parce que y a une expressivité, il y a quelque chose qui doit aussi... alors attention, ça va dépendre du type du caractère qu'on a envie de faire, mais on veut que ce soit fait par un humain. C'est pas un bot, on n'est pas dans l'IA là qui nous fait des caractères. Et je trouve que ce qui est intéressant là, dans son travail, c'est que le hand lettering, donc ce lettering là qui a été fait complètement à la main, vous voyez avec le feutre, c'est hyper propre. Déjà, bon, là on est sur quelqu'un évidemment qui parle japonais, donc c'est évidemment facile. Mais le happa, par exemple, qui est en haut, c'est comme s'il avait été fait au pinceau. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Et c'est ce qui est assez marrant de voir je le trouve plus pareil dans les designers graphiques japonais que coréens, c'est qu'on voit très souvent des artistes qui vont essayer d'imiter, ou du moins essayer de reprendre la forme de ce qui est fait avec un gros pinceau. Donc le pinceau qui était quand même en usage évidemment au 18-19e siècle, voilà, où là on va le faire au feutre. Et donc je pense qu'il a tracé au départ ses contours, et évidemment il a ensuite rempli, il a ajusté les courbes, etc. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui est tamponné, d'ailleurs il a son petit tampon un peu de Clio à côté. Donc voilà, je trouve que Junkonaut, il a une belle approche qui n'est pas encore une fois que dessinée. Vous voyez, il fait un peu de découpe, il fait un peu de graphisme, de graphisme à la main au feutre. Je trouve que c'est très sympa. En gros, son truc, pourquoi c'est notes, c'est parce qu'il dessine toujours dans le calepin, et donc il s'adapte. Et donc voilà. Je trouve que c'est vachement sympa, et ça vous permet de voir un peu de typographie tout en voyant un designer graphique contemporain. Je trouve que c'est cool. Là, on rentre vraiment dans le lettering purement japonais, un designer graphique japonais qui s'appelle Tomoaki Hoon, qui lui, comme on le voit ici, travaille vraiment la calligraphie japonaise. Alors, il va faire quelques caractères ensuite
qu'on peut voir comme ici, travailler sur ordinateur, mais son gros travail, c'est la calligraphie. Pourquoi? C'est aussi ça, je pense, hein, d'ailleurs, qui a aussi attiré plus d'occidentaux peut-être ce qu'on a pu voir avec notamment le design typographique coréen, qui est finalement assez récent, hein. C'est évidemment la calligraphie japonaise qui est un art depuis, voilà, depuis des siècles. Donc la calligraphie japonaise, finalement, c'est de la typographie avant l'heure. C'est du design de caractère, hein. Typographie, c'est du design de caractère, sauf que c'est fait au pinceau. Mais comme je vous montrais avant Jokonotz, qui justement s'amusait aussi à reprendre ces schémas, ces codes de la calligraphie, mais simplement il le fait au tracé au stylo. Là, vous avez Tomoaki qui, lui, le fait tout le temps au pinceau, voilà, pour différents exercices, des commandes, etc. Je trouve que c'est bien à regarder parce que souvent la calligraphie, on a toujours du mal à distinguer les différents caractères entre eux. C'est souvent soit sur par exemple des rouleaux, ou c'est jamais vraiment présenté, ou c'est présenté dans une expo. Vous voyez tous les caractères les uns ensemble. Vous n'arrivez pas bien à voir. Lui présente, comme vous pouvez le voir ici, les caractères, les kanji dessinés. Donc ça vous permet, même si vous voulez vous entraîner, ça vous permet de vous donner une idée. Vous voyez bien comment il a pu tracer ces différents kanji. Donc je trouve très intéressant à suivre pour ça. Après, c'est moins de la typographie comme on l'entend parler, mais c'est vraiment à regarder, et c'est aussi ça quand on veut. Pourquoi je vous montre ce compte-là? C'est aussi quand on veut s'intéresser au design graphique, à la typographie, de toute façon dans son ensemble, il faut avoir un regard très très ouvert pour s'inspirer de plein de choses, pour voir tout ce qui nous entoure, et aussi sentir ce côté très créatif japonais. Autre compte, comme je vous disais tout à l'heure, la typographie, en tout cas le design de caractère japonais, la vôtre, c'est à la pomme, voilà, comme ça je vous donne un indice. Vous avez donc des artistes qui sont occidentaux, qui le font parce que voilà, ils ont pu apprendre le japonais, une passion aussi pour le caractère japonais. Je voulais vous montrer ce compte-là qui s'appelle l'Atelier Ginkgo, d'Ivan Hughes, donc évidemment il n'est pas japonais, mais je trouve que lui fait un travail graphique qui est très très sympa d'ailleurs, parce que vous pouvez le voir ici dans la petite sélection qui est ici. En mode aquarelle, où ce sont des stylos qui vous permettent en fait de dessiner, mais avec de l'encre, de la peinture à l'eau. Il fait de choses très très sympas. C'est dingue parce qu'on dirait, on ferme les yeux, on dirait un designer japonais. L'atelier Ginkgo, je trouve, il fait des choses qui sont vraiment très jolies. Et donc là, dans le sujet que je vous parle aujourd'hui, la typographie, je trouve qu'il a une approche graphique qui est très, pour le coup, contemporaine de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec des designers graphiques, par exemple, même français. Vous voyez, son lettrage est super propre, donc on sent qu'il y a plein d'aspirations. Moi, quand je vois ça, je pense à du Akira, je pense à du Goldorak. Bon, bref, c'est un type de cette génération-là aussi, qui a été baigné dans l'animé. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ça aussi, qui fait suite à ce que je vous disais juste avant, justement. C'est que le design typographique, quand on a envie de dessiner des lettres, on va le faire soit parce qu'on se dit j'ai envie de l'utiliser pour un projet spécifique, un poster, parce que j'ai une demande par exemple pour, j'en sais rien, une affiche de cinéma, et puis ça peut être aussi, comme je vous le disais, parce que j'ai envie que ce soit utilisé par n'importe qui lorsqu'il a envie de taper dans le Word, quoi. Ce qui m'intéresse là pour vous montrer ici, c'est que les caractères japonais, de par aussi leur côté peut-être assez très moderne d'ailleurs, hein, les katakana pour moi ils sont hyper modernes, très angulaires, peuvent être malaxés un peu, ils peuvent être repris, peuvent être adaptés, et il y a toujours ce côté, je sais pas comment dire, un peu high-tech, quoi, qui ressort de ce côté japonais. Alors ça se retrouve aussi dans le Hangul, il y a des trucs de dingo, je vous remontrerai, mais voilà, je trouve que c'est intéressant, comme ça je vous montre plusieurs facettes de l'art japonais. Je sais pas si vous arriverez à me suivre. En tout cas, si
Vous vous intéressez aussi au travail, même au-delà de l'animé, du manga, allez voir Atelier Kinko parce que je trouve qu'il fait des choses très sympas. Donc là, lui ne fait pas spécifiquement de la fonte, du travail de fonte, comme ce que peut le faire Baldanger, ou on n'est pas sur du typographe, on est plutôt sur un designer graphique qui, lui, va aussi travailler les lettres. Mais en tout cas, belle approche. J'avance. Comme ça, on a encore un petit quart d'heure, je vous montre les autres comptes. N'hésitez pas à me poser des questions, encore une fois, pendant le live, après le live, ou si vous tombez plus tard, je suis joignable sur Twitter, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je m'arrête sur certains de ces artistes, eh bien, écoutez, c'est toujours prêt, avec grand plaisir. Autre typographie, je vous parlais, comme j'en avais parlé la dernière fois, des designers typographiques, graphic designers coréens. Beaucoup travaillent aussi, évidemment, de par la proximité entre les deux pays, sur les caractères japonais. Donc, on a de toute façon, une très grande mouvance de designers graphiques qui font de la typographie en Corée. Ça, c'est historiquement lié au hangul, au caractère de cette langue qui est le coréen, qui est vraiment incroyable, et que je trouve qu'on n'a pas, nous ici on n'a pas ça. Et donc tout ça pour vous dire qu'on a des designers donc coréens qui font un très beau travail, donc déjà typographique en coréen, comme on peut le voir ici, pour des affiches, pour des commandes, toujours pareil, pour la typographie commandée, mais ils travaillent aussi le japonais. Fonko Official, donc le compte fonco.official, fait ça, va travailler, comme vous pouvez le voir ici, du caractère japonais. On dirait que c'est tracé à la main, mais en fait pas du tout, comme vous pouvez le voir ici. Alors, c'est des choses que vous avez pu, c'est étonnant, parce que c'est des choses que vous avez peut-être déjà pu voir dans votre parcours. Eux font des fontes complètes. Par exemple, là, quand vous voyez Tsukuko Pro, c'est le nom d'une fonte, d'un set de caractères que vous allez pouvoir utiliser avec votre clavier sur votre téléphone ou autre, ou vous avez pu voir sur des affiches. Moi, typiquement, Tsukuko Pro, celle-ci, on l'a vue sur des affiches de ciné au Japon. Après, moi, personnellement, je l'ai déjà vue. Elle est très marquée, notamment elle est marquée par cette petite patte là que vous avez, comme si c'était fini au pinceau quand vous tracez votre ligne, ou quand vous le commencez, par exemple. Hop, vous commencez avec vos pinceaux. Je vous ai déjà marqué si vous faites un peu de japonais, si vous le faites avec soit une plume calligraphique ou un pinceau. Quand vous commencez à mettre votre trait, ça part, vous avez toujours le premier trait qui est un petit peu plus long. Ou quand vous finissez, le dernier trait, lui, il est toujours un petit peu plus long. Bon, voilà, on reprit dans ce jeu de caractères. Vous voyez, ce qu'on fait nous à la main, et bien ils l'ont repris dans un caractère qui est complètement numérique. Et c'est ça qui est aussi très intéressant avec les jeux de typographie en japonais. C'est que, étant donné que c'est une langue qui a beaucoup été représentée, comme je le disais tout à l'heure, avec la calligraphie, et ben, les artistes typographiques aujourd'hui vont essayer d'aller aussi dans ce sens-là. Et ça, c'est assez marrant. Chose qu'on ne voit pas d'ailleurs, ou du moins qu'on voit beaucoup, beaucoup moins en Corée. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc Fonko Official, vraiment un compte à suivre si vous aimez aussi le coréen. Je vous laisserai regarder le reste, mais très belle création. Je reviens sur un artiste, là pour le coup, japonais, qui s'appelle donc Noi Design, Noi, N-O-Y, Noi Design Minami, qui fait très belles choses. Donc là, on est sur un designer graphique qui fait aussi de la typographie, mais on est sur un designer qui va faire des compositions sur commande, comme vous pouvez le voir par exemple pour cette affiche en dessous. Je vous laisse zoomer, je reviendrai après dessus. Je peux pas plus zoomer, mais c'est pas grave. Vous voyez, on est vraiment sur une composition graphique. Ça, je ferai aussi un apéro, je ferai des vidéos là-dessus. Je vais pas tout vous dire maintenant quand même. Sur des commandes, je trouve avec une vraie dynamique qui se détache complètement de ce qu'on peut voir habituellement dans la création de posters, création graphique japonaise. On est vraiment dans un truc contemporain, actuel, avec, comme vous pouvez le voir, les sets de caractères qui sont dingues. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont voir l'affiche, ils vont s'arrêter sur le regard du type, ils vont voir les lettres, moi perso, je m'arrête, je me dis, ouah, les lettres, elles sont dingues, ouah, c'est trop beau. Voilà, je suis un gros maniaco de ça, en tout cas très belle affiche. Et ce que je trouve qui est beau ici, c'est que vous voyez, il a dessiné ses kanji d'une manière, ça fait un petit peu
années, genre les tampons qu'on a pu voir dans les années 70, 60. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ouais, les gros kanji comme ça. Pareil, hein, ce genre de gros kanji fat, inspiré, encore une fois, des caractères qu'on a vus et qu'on verra, parce que je vous présenterai à la période Edo. C'est très marrant. Et de voir ça, et en même temps, ça apporte une touche très moderne. Puis pourquoi encadré par cette bulle-là qui n'est pas ronde. Vous avez les caractères qui sont un peu façon bambou. Bref, on est sur un ensemble qui se tient vachement bien. Une composition graphique dynamique. Et donc lui, ce qui m'intéresse, c'est pas pour m'arrêter juste sur ce travail-là, c'est surtout pour vous montrer qu'il s'amuse clairement. Noi Design, lui, moi j'adore parce que il s'amuse à retraiter tous ces caractères japonais. On est sur du japonais, c'est du japonais. On est plus sur de la composition graphique, mais c'est très intéressant, c'est ce que j'aime aussi dans la typographie, c'est quand on voit ce genre de travail où il va s'amuser des caractères pour toujours garder, et ça c'est ce que j'avais dit aussi dans la typo coréenne, l'apéro typo du vendredi d'avant que je suis parti en vacances, où il y a l'importance d'être toujours lisible, d'autant plus sur une langue comme le japonais, coréen, ou plus le japonais que le coréen d'ailleurs, parce que vous avez des kanji, des idéogrammes, des idéogrammes qui peuvent être quand même assez complexes, avec plusieurs lignes, des ronds, bon on reste quand même sur des lignes verticales, horizontales, avec une courbe, des ronds, bon, voilà, on reste quand même sur des formes qui sont identifiées, mais il faut que ça reste lisible. Vous avez des kanji qui ont quand même une masse de caractères, si vous faites du japonais, vous allez dans les caractères les plus complexes. Voilà quoi. Hein. Alors, les Japonais ont une mémoire de toute façon comme les Chinois. Il faut avoir à un certain moment une mémoire plutôt photographique du caractère. On va pas tout décomposer, mais voilà. Dans l'ensemble, il faut que ce soit lisible. Vous voyez ce travail-là. Alors, si vous faites pas de japonais, si vous n'avez pas le regard, vous vous dites, bon, je comprends pas tout, je suis obligé de tout déchiffrer, mais le regard connaisseur japonais va être capable de décomposer tout rapidement. Et avec une vraie patte graphique, une vraie dimension esthétique qui est, je trouve, dingue. Donc lui, il travaille beaucoup voilà, sur des créas comme ça, va travailler sur commande, il ne fait, il a à mon sens, je pense pas, qu'il ait fait déjà des sets de fontes typographiques à utiliser, comme je disais, quand je parle de sets de fontes, hein, c'est vraiment les alphabets entiers à utiliser avec d'autres claviers. Donc on est vraiment sur un designer graphique qui s'amuse avec les lettres. Mais voilà, moi j'adore. Il y a ce côté, bon bref, ce côté à la fois ancien et en même temps très très contemporain. C'est un très bon travail. Donc retenez aussi ce nom, Noi Design Minami. Vous avez, je reviens ici en Corée, j'aurais pu vous mettre les Coréens à côté, mais je trouve que c'est bien, je trouve que c'est cool comme ça de mixer. Jisoo Playground qui fait un super travail, pareil, graphique. On n'est pas sur quelqu'un qui fait des sets, sauf erreur, hein, des sets de fonte, mais je me trompe peut-être. Je revérifie juste au niveau de Jisoo. Non, il fait vraiment des lettres. Comme moi je vais faire, où vous voyez sur son compte un vrai jeu, s'amuser avec les lettres, sans perdre la lisibilité. Donc là, vous voyez No en hiragana, avec un travail aussi, ce qui m'intéresse, que je disais tout à l'heure, entre les différentes langues, le japonais, le coréen ou l'écriture latine, un effort de lisibilité. Et surtout, le même rendu. Il faut que ça ait la même gueule, il faut que c'est même le ressenti. Il faut que quand vous voyez le no ici, que vous le voyez en coréen, vous avez le même impression. Bon, là, c'est un no qui est vraiment, je trouve, très sympa, qui pourrait être utilisé. C'est-à-dire que quand un designer graphique, bon, voilà, encore une fois, moi, c'est aussi ma passion. Quand je vais commencer, par exemple, à faire une lettre et quand lui va commencer à faire le nez, celui-ci qui a une gueule, qui a du pur caractère, il commence sur ce caractère, ça n'empêche pas demain de faire tous les autres caractères. Tous les autres, le na, le nous, le ni, le la, li, bref, de faire
les différentes têtes de l'alphabet. Donc c'est aussi ça, un designer peut lancer, peut commencer à faire cette lettre, se dire bah tiens, c'était peut-être pour une commande, c'est peut-être juste pour le plaisir, bah pourquoi je ferais pas les autres lettres? Et puis finalement, pourquoi pas carrément créer la fonte qui serait utilisable par n'importe qui. Clairement, moi, un set comme ça de lettres en hiragana, si c'était utilisé, enfin pardon, il l'avait ouvert au katakana. Alors après, les kanji, c'était compliqué parce que kanji, vous n'en avez pas qu'un seul, hein, évidemment. On en a quand même entre 2 et 3000 en usage courant. Bon, maintenant, il y a des formes qui peuvent être réutilisées. Donc c'est vrai que tout l'enjeu aussi, la complexité en tout cas du design typographique japonais, à la différence évidemment d'alphabet, comme ce qu'on peut avoir en Corée, ou d'alphabet évidemment latin, c'est que le japonais, on va être beaucoup sur de la commande, beaucoup sur des petits sets comme ça de kanji, on va être ou évidemment de la fonte complète en hiragana, katakana, mais on n'a pas de designers qui vont bosser tous les kanji de la terre, hein. Ce serait sinon c'est un travail de dingue et sans fin. Bref, je pars dans des histoires, je pars loin. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, regardez aussi, puisqu'il s'amuse avec, un peu comme ce qu'on avait pu voir déjà sur des caractères coréens, il s'amuse sur des caractères en leur donnant vie, en leur donnant encore une fois un certain sens, une certaine patte, et je trouve qu'il a une approche qui est vraiment très très sympa, donc Jisoo Playground, à regarder, pas que pour le japonais d'ailleurs. Vous avez aussi autre chose, et ce que je voulais vous montrer, comme ce que j'avais fait aussi pour la Corée, c'est que le Japon, on a aussi des designers graphiques qui vont s'amuser des lettres, et là on va utiliser les lettres pour un propos, voilà. Alors c'est un compte qui est tout jeune, hein, mais je trouve qu'il est très sympa, c'est 541 typos, 541 typos. Ou alors peut-être demain il a de la volonté de faire du caractère typographique, mais je trouve que c'est très sympa, c'est frais, voilà, c'est un peu naïf comme dessin, donc je ne vais pas m'arrêter plus là-dessus, mais notez-le parce que je pense que c'est un compte qui a une patte tout de suite. Bon, vous voyez, ça se voit tout de suite en termes de design. Le alligato en bas est vraiment très sympa. Bref, vous voyez que je pense qu'il a des bonnes idées. Après, c'est pas nickel, c'est fait un peu, à mon avis, c'est fait à la tablette. Mais je trouve que c'est frais. Ça, c'est le genre vous pouvez les retrouver par exemple dans un jeu, sur un t-shirt. Voilà, je trouve qu'il y a de l'application et puis surtout, il y a vraiment de l'idée derrière, quoi. Donc 541 typos, un vrai petit compte à suivre qui est très sympa. Ça, c'était Noid Design, je crois que c'est l'onglet que je vous ai ouvert tout à l'heure. Autre compte qui est vraiment là, très sympa et qui se rapproche de ce que j'avais pu vous montrer dans les designers plutôt bubble coréens, qui est ce compte qui s'appelle donc YSKE_JP, qui lui est un designer graphique qui ne fait pas pareil de fond de caractère, mais qui va dessiner les caractères pour des projets, comme on le voit par exemple sur le dictionnaire, il est juste dingue. Densho, vous voyez, il a dessiné ses caractères à la main. On dirait un vieux paquet, un vieux bouquin, un vieil. Franchement, je trouve ça trop propre. Et puis à côté de ça, il va faire des trucs comme je vous montrais ici, des bubbles là, qui sont hyper sympas, avec donc une. Non, on est plutôt sur du hiragana katakana, mais avec toujours un enjeu de lisibilité très sympa. Donc là, vous pouvez l'imaginer sur plein de supports, du t-shirt, du jeu, des paquets de gâteaux, tout ce que vous voulez. Lui, je trouve qu'il y a une approche très sympa. On est plutôt sur le lettering. Il a fait quelques commandes, comme vous pouvez le voir ici, pour Nike, etc., pour des boissons. Ça doit vous dire quelque chose, ça. À mon avis, vous avez déjà dû voir ça. Donc voilà, avec des jeux de caractères qui sont, donc on est sur de la typographie, du design de caractères, mais pour un logotype, pour une opération spéciale. Encore une fois, lui n'a pas fait tout le set de caractères, toutes les lettres de cette manière, mais il pourrait. Voilà, c'est toujours aussi l'intérêt d'être designer graphique, de le faire sur des projets. Bon, il y a certains besoins, à un moment on se dit pourquoi pas tout développer, et puis il y a encore une fois aussi la volonté ou pas d'en faire des sets de caractères complets. En tout cas, Isk Japan, lui, qui se rapproche beaucoup, là typiquement, hein, là ou là,
c'est typique de ce que je peux voir sur la création coréenne, notamment pour les dramas. Le design de caractère, quand je parle de qu'est-ce qui me fait penser à ça, c'est déjà le côté italique. J'en reparlerai aussi plus tard sur le côté italique des caractères japonais qui est assez rare. Parce qu'on perd quand même un petit peu en lisibilité sur les... je dis un peu en lisibilité, un peu. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire tout un texte en italique en japonais. Vous, sans aucun problème pour un nom de drama. Mais voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez, ce qui me fait penser, voilà, de toute façon ça a été pour un drama, c'est ces petites boucles que vous pouvez revoir, ces empattements qui sont un peu différents. Voilà, vous avez quelque chose qui est dynamique, qui peut vous faire penser à plein de choses. Ça serait intéressant d'ailleurs que vous me donniez aussi votre ressenti là-dessus. Et ça, on fera peut-être un exercice, on fera un live bon, quand j'aurai un petit peu plus de monde sur cette chaîne. Je ferai des lives de cette manière. Mais voilà, un petit peu quelque chose de féerique, voilà, du Disney, bref. Ça vous donne plein d'idées. Donc lui, hyper intéressant à suivre, Iske_JP. J'avance sur une autre designeuse que je trouve très sympa, jeune compte encore aujourd'hui, mais qui fait pareil, qui s'amuse avec les lettres, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on n'est pas sur de la création de typographie, mais on est sur du design graphique de caractères. Je fais vraiment la différence entre la typographie pure et le design graphique de caractères. Et là, voilà, elle s'amuse avec les lettres. Pareil, avec une certaine lisibilité, pour nourrir un propos, pour créer quelque chose. Donc je trouve que c'est très sympa ce qu'elle fait. Alors c'est pas un gros compte à suivre, mais alors un compte, attention, son nom c'est un petit peu compliqué, c'est C0U0CL, voilà, underscore. C'est un peu compliqué, mais qui est une jeune japonaise qui... je pense à du potentiel, et en tout cas, comme je le montrais tout à l'heure sur l'autre compte, dont j'ai plus en tête, c'était pas Jisoo, bon bref, l'autre compte qui présentait les lettres avec un certain cachet, quelque chose, je trouve qu'elle est à suivre parce que c'est assez frais. Il y a un petit côté comme l'autre, naïf, ce côté un peu innocent, et en même temps qui a envie de raconter quelque chose. Donc peut-être que effectivement le niveau graphique est pas foufou. Mais voilà, je trouve que c'est à suivre, clairement. Donc un compte vraiment très sympa. Jisoo, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Un compte, pour finir, deux comptes. Shamo Labs, donc Shamo Labs qui n'est pas un compte japonais. Shamo, lui, pourquoi je vous le montre? Parce que ça fait partie de ces artistes qui s'est inspiré beaucoup du Japon, qui regarde beaucoup de choses et qui, à mon avis, de ce que je peux voir du travail, a grandi avec les animés, les mangas, bref. Cette culture vraiment graphique japonaise. Lui, je vous montre pourquoi, parce que je vous montre ce compte-là, parce qu'il fait des caractères qui sont vraiment très très sympas, comme là il avait fait pour, ça c'était une commande il me semble, où vous voyez que le trait de caractère, je vois ça, je me dis c'est pas un japonais qui a fait ce caractère, qui a fait ça, mais il y a une dynamique, il y a une patte, il y a un truc. Et je trouve que c'est très 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 sympa tout ce qu'il peut faire. Ça se rapproche un peu de design caractère un peu en mandarin, en chinois, notamment pour les tech designers d'origine chinoise mais aux États-Unis. C'est assez précis, qui ont fait des choses un peu comme ça, un peu ce qu'on va appeler, ça se rapproche du graphe wild style. Je sais pas si vous connaissez le wild style, mais c'est ces caractères un peu tracés qui sont vachement expressifs, vachement sympa ce qu'il fait. Bon, après il y a des choses, justement il est graffeur, il y a des choses qui pour moi sont un peu du déjà vu, et bon voilà, encore une fois il ne fait pas que du Japon, vous voyez il est quand même très typé graphiste, dans son tracé, mais je trouve qu'il a un lettrage qui est quand même hyper sympa. Et on sent que c'est quelqu'un qui kiffe de toute façon le caractère japonais. Donc allez suivre ce compte Shamo Labs, parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes, et puis voilà, ça peut vous donner aussi des idées, voir aussi ce que font des artistes comme lui sur aussi des supports qui sont différents, et lui il travaille aussi sur commande, donc
Donc voilà, un compte cool. Je termine mon apéro typo avec un compte, et ce dernier compte, je trouve très très intéressant, qui s'appelle Aki System, Aki H-A-K-I, System sans le E, qui lui fait, pareil, un travail de typographie comme vous pouvez le voir ici. On est dans un autre style, on est dans le style qui se rapproche de ce qu'on peut voir, de ce qu'on va appeler le cyberpunk ou le néo, comment on appelle ça déjà, néo-fonte, bref, vous voyez, bon, je ne vous fais pas le schéma, vous le voyez de vous-même, où on est sur du tracé qui est futuriste. Voilà, là, on vous emmène dans cyberpunk futuriste. On est dans quelque chose qui, pour moi, me parle parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'en voir. Attention, il ne faut pas trop en voir. Il y a une mouvance qui est en ce moment d'en rajouter un peu tout le temps de ce caractère futuriste, souvent marqué par de l'italique, des caractères, comme on voit, qui se rallongent, qui sont liés entre eux, ce qu'on appelle les ligatures. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il travaille aussi donc les caractères japonais. Donc on sent qu'il a grandi avec Akira, Astro Boy Co. Et il le fait pour des marques. Vous voyez par exemple pour Street Soul Japon, qui est une marque japonaise. Il va faire du caractère, il va faire du type sport, du t-shirt, etc. Bref, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est hyper intéressant de voir que Aki System, il va travailler avec cette vision futuriste. Mais là, il vous donne une claque, quoi, carrément. Donc, je rentre pas dans le détail de pourquoi on a l'impression que c'est futuristique ou pas. Globalement, c'est souvent avec des angles très carrés, des choses qui sont brutes, efficaces. C'est boum, comme si c'était tracé au marqueur. Et en même temps, très lisible, comme ici, avec un kanji qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait voir sur un t-shirt, qu'on pourrait voir sur un tote bag, utilisable de différentes manières. Ce qui m'intéresse aussi chez lui, c'était ce que je disais en début de cet apéro, c'est que lui, forcément, travaille encore une fois des caractères qui ne sont pas que des caractères japonais. Et donc c'est assez intéressant. Aussi, ça apporte une fraîcheur, je trouve, à son approche. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a un angle, qui a l'habitude, ou du moins qui commence pour des typographes ou des graphic designers japonais, à faire aussi du caractère latin, et ben ça apporte une autre lecture. Donc voilà, un compte à suivre. Tiens, il avait fait Akira, tiens, j'avais pas vu. Ouais, le Akira comme ça, qui est quand même bien sympa, je trouve. Donc après on pourra, bon, ça fait penser à Amstrad, bref, ça me fait penser à plein de choses. C'est aussi ça, et je termine là-dessus, sur cet apéro typo, parce que de toute façon j'ai plus de pommes. Bon, j'avais mis 1 centimètre. Là-dedans, c'est que un truc comme ça va vous parler différemment en fonction, et c'est aussi tout l'enjeu de la typographie japonaise, la typographie tout court d'ailleurs, qui va vous parler différemment en fonction de vos connaissances, de votre vie, de ce que vous avez pu regarder, lire. Lui, il l'appelle Neo Tokyo is about to explode. Je pense qu'il est parti sur l'idée évidemment de faire un truc autour de Neo Tokyo, donc Akira, sans vraiment pomper Akira, se dire je fais une création graphique. Je vais pas aller chercher des lettres qui ont déjà été faites, mais je vais leur donner un style à moi, qui est d'ailleurs proche de ce qu'il fait. D'ailleurs, on le voit avec ses grands tracés. Et en même temps, avec une certaine fraîcheur, et qui va vous parler. Le Akira, moi, il me parle parce que, comme je dis, ça me fait penser à un autre logo, ça me fait penser, évidemment, je vois ça, hormis s'il n'y a pas écrit Akira, ça me fait penser à plein d'autres choses. Ces tracés peuvent faire penser un peu à un tracé au marqueur, au sang, bref, vous voyez, ça vous donne plein d'idées. Donc, ce que je peux vous dire, c'est dans les comptes, là, je vous ai pas présenté masse de comptes, 15 comptes, je parle beaucoup, mais je trouve que c'est... voilà, je me suis quand même limité par rapport à l'autre fois. On a eu 1 heure, c'est très bien.
C'est qu'il faut que vous arriviez aussi à regarder la typo, vous allez aimer, vous aimez pas, il y a des choses que vous allez, qui vont vous faire sentir quelque chose. Voilà. Ça, je pourrais en parler, même si après je vais sortir un peu du cadre de cette chaîne, mais sur le côté sensible, ressenti, encore une fois, de la typo, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui étudient ça, qui font de la recherche justement là-dessus. En ce moment, on a, pour les amoureux de typo, une grosse conférence qui s'appelle, organisée par Atypi, qui est une des plus grandes associations de typographes, designers graphiques et typographiques dans le monde, et qui organise aujourd'hui, enfin c'est cette semaine, des conférences sur la typographie. J'en ai pas parlé, demain matin il y a une typo, il y a une conf spéciale sur le design de caractères japonais. Je vais voir s'il y a des choses que je peux vous représenter, j'en parlerai. Après ça reste quand même assez pointu, bon, pour ceux qui connaissent. Donc l'idée c'est encore une fois sur cette chaîne, je garde une teinte quand même accessible, hein. Je veux en tout cas rester accessible et artistique, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère avoir pu vous donner l'envie de découvrir d'autres comptes. Vous voyez, pas que japonais. Vous montrer que c'est aussi toute la spécificité du design typographique japonais. Il y a plein de choses. Ce n'est qu'une toute petite fenêtre, tout petit aperçu de ce qui existe, parce qu'il y a énormément de choses. Si je pouvais faire que des live typographie, je pense que je le ferais, mais je pense que je ne vais pas intéresser beaucoup de monde. Enfin, je ne vais pas intéresser beaucoup de monde. On va parler que de ça. Je ne pourrais parler d'ailleurs que de ça. De typo coréenne, de design graphique coréen et japonais. Bref, c'est mon grand truc, c'est mon kiff. C'est vraiment ma deuxième vie, hein. Moi, je suis vraiment tombé là-dedans. J'ai des bouquins de typo, j'en ai partout, sur le design japonais, etc. Je vous le présenterai d'ailleurs, parce que je suis en train de lire un bouquin là-dessus sur le design Japan, d'ailleurs, Designing Japan, qui va plus loin d'ailleurs que l'art typographique. Je vous le montre parce que j'avais présenté quand j'avais fait une petite revue, qui est celui-ci. Pif, Designing Japan. Après, j'en ai d'autres, je vous en parlerai de toute façon. Faire aussi des revues de bouquins comme ça qui me paraissent intéressants. Après, c'est des choses qui sont en anglais, donc je sais que j'ai des gens, même des contacts sur Twitter qui ont peut-être un peu de mal avec l'anglais. Donc, l'idée, c'est quand il y a des bouquins comme ça, peut-être vous en parler. Bon, là, c'est vraiment un bouquin qui ne parle pas que de typographie. Ce qui m'intéresse, ce qui intéresse aussi pour Koge-san, c'est cette chaîne, enfin, c'est de comprendre l'esthétique japonaise. Parce que finalement, dans la typographie, le fond de l'histoire, c'est l'esthétique. Pourquoi on a un truc qui est teinté vachement Japon. Et pas que. Qui va s'inspirer aussi d'autres choses. Je termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Après le live, il n'y a pas de problème. Cette vidéo est de toute façon dispo en replay. Je n'ai pas mis les apéros typo sur YouTube. Je ne mets pas tout sur YouTube. En tout cas, voilà, je vous invite en tout cas à me poser des questions. Je suis là pour ça. Posez-moi des questions. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un autre apéro typo. Là encore, je pense que je me suis un peu étendu. Je vais essayer de faire plus court. Je vais arriver à faire plus court. Du moins rester sur un format max 1 heure, vraiment max d'apéro typo. J'étais. Mais bon, je trouve que c'est... Il faut en parler, il faut que je vous présente des trucs. Voilà, après... l'idée, c'est que peut-être vous avez cuté, vous passez sur une partie ou une autre, mais le but, c'est que je vous montre ces petits aperçus. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt, je vous dis bonne soirée, parce que vendredi, 20h, c'est l'heure du dîner. Voilà. Je vous dis quand... Peut-être demain samedi, si j'ai le temps de faire un topo sur les expos, parce que j'ai pas pu faire ça cette semaine puisque je revenais de congé. Il y a quand même de super trucs. Bref, de toute façon, si vous voulez rester informé sur ce que je raconte et quand je raconte, le meilleur moyen, c'est quand même évidemment de suivre sur cette chaîne. Mais sinon, sur Twitter, vous êtes informé dès que je fais du live. Et je vous dis, de toute façon, rendez-vous après lundi pour le programme habituel. Bonne soirée, bon Zelda pour tous ceux qui attaquent Zelda, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.
beaucoup traîné cette map, pas forcément plus que les autres maintenant, mais ils la connaissent très